Bienvenue dans le podcast des élèves extraordinaires. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ressources pour élèves extraordinaires, le podcast qui s'adresse à celles et à ceux qui accompagnent des jeunes autrement. Enseignants, AESH, éducateurs, familles ou simplement curieux de mieux comprendre le monde de l'enseignement spécialisé. Je suis Lobna, enseignante spécialisée en IME et aujourd'hui j'ai envie de vous proposer l'épisode que j'aurais aimé écouter avant de débuter dans le SPE. À savoir les 5 conseils que j'aurais aimé recevoir avant d'être propulsée dans l'enseignement spécialisé. Parce que comme beaucoup, j'ai découvert ce monde avec peu de repères. Et je pense que si j'avais entendu certaines choses plus tôt, j'aurais évité quelques doutes et peut-être un peu de solitude. Es-tu bien installé? Ta tasse de café ou ton verre de thé glacé à la main? Ou peut-être vais-je t'accompagner pendant ta séance de sport ou un trajet? En tout cas, merci de ta confiance et explorons ensemble les 5 conseils que j'aurais aimé avoir avant de débuter dans le SPE. Conseil numéro 1. Tu ne seras jamais totalement prêt ou prête et c'est normal. Quand j'ai commencé, je me suis plongée dans l'océan de ressources que peut être le web. Ces recherches m'ont inspiré, rassuré, fait douter, me faire sentir nulle, puis m'ont redonné confiance en moi. J'ai liké, enregistré, imprimé, plastifié, fait des programmations, créé des séquences que je n'ai pas utilisées. Oui, des heures de travail tombées à l'eau parce que je planifiais, je présumais des capacités de mes élèves, de leur évolution, je voulais mener la danse en oubliant que c'était eux qui donnaient le tempo. Aujourd'hui, avec mes 9 années d'expérience et beaucoup de recul, je sais qu'il n'est pas possible d'arriver en classe totalement prête, avec sa séquence d'apprentissage bien ficelée, avec des fiches et des outils réfléchis seul dans son coin. Je te conseille d'avoir une projection modifiable de tes séquences, sans représentation définie du nombre de séances nécessaires pour passer à l'étape suivante. Un objectif cible bien défini doit être ta priorité et cela t'évitera de t'éparpiller. Et surtout, reste à l'écoute de ce qui se passe réellement dans ta classe. Parce qu'une belle fiche de prep n'aura jamais autant de valeur qu'une vraie observation, une réaction inattendue ou une idée qui émerge d'un élève au détour d'un atelier. Tu vas apprendre à rebondir, à ajuster, à simplifier, à complexifier, à ralentir ou à accélérer, pas selon ta programmation, mais selon leur rythme. Et crois-moi, c'est là que la vraie magie de la pédagogie opère. Accepte que certaines de tes préparations ne serviront jamais. Et ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps investi dans ta compréhension, ta posture, ta capacité d'adaptation. Préparer, ce n'est pas figer, c'est anticiper pour mieux improviser. Aujourd'hui, je construis toujours avec intention, mais je reste souple. J'observe, j'écoute, je m'appuie sur ce que les jeunes me donnent et j'ajuste en permanence. C'est exigeant, mais qu'est-ce que c'est vivant? Alors si tu te lances dans le spécialisé et que tu ressens à la fois l'envie de bien faire et le flou des débuts, souffle un bon coup, tu n'es pas seul. On est beaucoup à être passé par là. Ces hésitations, ces essais qui ne servent pas tout de suite, ces plans qui tombent à l'eau, font partie du chemin. Même les séquences jamais utilisées, les outils rangés dans un tiroir, contribuent à forger ta posture. Chaque expérience, même imparfaite, te rapproche un peu plus de la professionnelle ou du professionnel que tu es en train de devenir. Conseil numéro 2. Tu vas te sentir seul, mais tu ne l'es pas. Les premières semaines, je me suis souvent demandé si ce que je faisais était bien, si j'étais à ma place. J'avais des élèves qui ne parlaient pas, d'autres qui s'exprimaient par cri, certains qui me testaient sans relâche. J'avais régulièrement l'impression de ne servir à rien. Je me disais, je ne suis pas formée pour ça, je ne sais pas comment réagir, qu'est-ce que je peux apporter à ces jeunes, et surtout, je me sens si seule. Et c'est vrai, ce sentiment d'isolement est très courant dans nos métiers. Mais avec le temps, j'ai compris que je n'étais pas vraiment seule. Autour de moi, il y avait des éducatrices, des enseignants, des psychologues. Chacun avec son approche, ses outils, ses doutes aussi. Et dans nos échanges, on tisse des liens, on croise nos regards et on se soutient. C'est dans ce travail collectif, souvent informel, que naissent des pistes nouvelles, des compréhensions plus fines et surtout ce sentiment précieux de faire équipe. Alors mon conseil, n'attends pas d'être à bout pour demander de l'aide. Observe, pose des questions, cherche des binômes, appuie-toi sur les savoirs de terrain. L'enseignement spécialisé est un travail d'équipe. Et quand je parle d'équipe, c'est au sens large du terme.
car chaque professionnel de l'IME est un élément précieux. Conseil numéro 3. Ce que tu fais compte, même si ça ne se voit pas tout de suite. Il y a eu des jours où je suis rentrée chez moi avec le sentiment d'avoir échoué. Parce qu'aucune activité n'avait fonctionné, parce que j'avais dû gérer une crise, parce que j'avais l'impression de parler dans le vide. Mais ce que j'ai compris avec le temps, c'est que dans l'enseignement spécialisé, le progrès est souvent lent, invisible, parfois même silencieux. Tu n'auras pas toujours de retour immédiat. En réalité, tu en auras rarement. Parce que nos élèves ont d'abord besoin de temps pour se sentir en sécurité, compris, acceptés tels qu'ils sont. Puis il leur faut encore du temps pour s'imprégner des situations d'apprentissage. Ils observent, testent, résistent parfois. Et toi, pendant ce temps-là, tu peux avoir l'impression de tourner en rond, que rien ne bouge, que tes efforts n'aboutissent pas. Mais en réalité, beaucoup de choses se passent en sourdine. Un regard qui change, une attitude plus calme, un élève qui accepte ton aide sans se détourner. Ce sont des petits signes discrets qui marquent de véritables avancées. L'enseignement spécialisé, ce n'est pas un sprint, c'est une marche lente, patiente, au rythme de l'autre. Et parfois, c'est des semaines plus tard, ou bien même des mois, qu'on réalise que quelque chose a pris racine, que le lien s'est créé, que l'élève a intégré, compris, grandi. Alors, il faut apprendre à faire confiance au temps et à valoriser chaque micro-progrès. Et un jour, un élève te dira bonjour sans que tu le lui demandes, un autre fera le moulin avec ses bras, un autre s'autorisera à laisser une trace écrite, et là tu comprendras que tu plantes des graines et que certaines mettent du temps à pousser. Alors ne sous-estime jamais la valeur de ta constance, de ta présence et des petits gestes. Ce sont eux qui font la différence. Conseil numéro 4. Ne vois pas un enfant en situation de handicap, mais un élève. Ce point-là est peut-être celui qui me tient le plus à cœur. Dernièrement, nous avons accueilli une stagiaire qui préparait le CRPE, le concours pour devenir professeur des écoles, et elle m'a demandé ce qu'a un de mes élèves. Eh bien, je n'ai pas été en mesure de lui répondre. Parce qu'en fait, quand j'accueille un élève, je choisis volontairement de ne pas commencer par son diagnostic. Pas par déni ou par défi, mais parce que je crois que l'étiquette ne peut jamais résumer une personne. Je ne veux pas savoir en premier lieu s'il est TSA, TDAH, avec déficience intellectuelle ou trouble du comportement. Ce que je veux savoir en fait, c'est ce qu'il aime faire, comment il apprend, ce qui le fait rire, ce qui l'aide à se sentir en sécurité. Parce que nous n'avons pas un cas ou un trouble dans la classe. Nous avons un élève. Et cet élève a besoin qu'on le regarde pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il a. Comme le dit très justement une citation entendue plusieurs fois pendant ma formation KPI, il y a autant d'autisme que d'autistes. Et c'est vrai pour tous les profils. Alors mon conseil, dépose les étiquettes et rencontre la personne. C'est là que commence le vrai travail pédagogique. Cela dit, avec l'expérience, j'ai aussi compris que connaître le diagnostic de mes élèves peut s'avérer précieux. Pas pour les enfermer dans une case, mais pour mieux adapter les situations d'apprentissage, mieux anticiper certains comportements et affiner mes outils pédagogiques. Comprendre les enjeux liés à un trouble peut nous aider à proposer des réponses plus ajustées, plus justes. Mais cette connaissance ne doit jamais devenir notre prisme principal. Elle vient après. Une fois que le lien est là, que l'élève est vu, reconnu, accueilli pour ce qu'il est. En somme, le diagnostic est un outil, pas une définition. Regardons d'abord la personne et servons-nous ensuite des clés que nous offre la connaissance pour mieux l'accompagner. Nous sommes déjà arrivés au conseil numéro 5. Prends soin de toi. Ce métier, tu vas l'aimer. Il va te bouleverser, t'émouvoir, t'habiter profondément, mais parfois, il va te coûter. Fatigue physique, surcharge mentale, émotions trop lourdes à porter, sentiment d'impuissance, colère, frustration. Alors prends soin de toi. Pas quand tu auras le temps, pas pendant les vacances, maintenant, là, et régulièrement. Parce que tu ne peux pas soutenir les autres si tu es en train de t'effondrer de l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas offrir de la sécurité si on vit soi-même dans un déséquilibre permanent. Voici quelques conseils concrets pour préserver ton équilibre. Repère tes signaux d'alerte. Fatigue constante, irritabilité, rumination, perte d'envie, isolement. Ce sont des signaux, pas des faiblesses. Écoute-les. Ils t'indiquent que quelque chose a besoin d'être ajusté. Parle à un collègue de confiance, à un proche, à un professionnel si besoin. Ne garde pas tout en toi. Mettre des mots, c'est déjà se soulager un peu. Demande du relais. Tu n'es pas censé tout porter seul. Il est légitime de demander de l'aide, de passer la main, de dire là, j'ai besoin qu'on prenne le relais.
Pose tes limites. Dire non, c'est aussi prendre soin de la relation. Non aux heures supplémentaires systématiques. Non à l'oubli de toi-même. Non aux attentes surréalistes. Et comme le dit une de mes amies, non, nous ne sommes pas corvéables, merci. Préserve du temps pour toi, pour une activité que tu aimes, pour ne rien faire, pour respirer. Ce n'est pas du luxe, c'est une nécessité. Même 15 minutes par jour compte. Accepte de ne pas être parfait ou parfaite. Tu n'as rien à prouver. Ce que tu fais est déjà énorme. Tu as le droit de ne pas avoir toutes les réponses, le droit d'être fatigué, le droit d'être humain, le droit d'être humaine. Déconnecte quand tu peux, mentalement, physiquement. Ne laisse pas ton travail envahir chaque minute de ta vie. Tu existes en dehors de ton métier. Un bon enseignant est un enseignant qui va bien, qui est reposé, nourri émotionnellement, mentalement, physiquement. Rappelle-toi, ce n'est pas de l'égoïsme de prendre soin de soi, c'est de la lucidité. C'est reconnaître que tu ne peux pas accompagner les autres durablement si tu t'oublies en chemin. C'est aussi une forme de respect pour toi-même, pour ton métier et surtout pour les élèves que tu accompagnes. Voilà, ces 5 conseils sont ceux que j'aurais aimé entendre à mes débuts et que je continue de me rappeler régulièrement, parce qu'on ne finit jamais de commencer dans ce métier. Si tu débutes, j'espère que ces mots t'auront rassuré. Si tu es plus expérimenté, peut-être qu'ils te rappelleront pourquoi tu fais ce métier. Dans tous les cas, merci pour ton écoute. Elle m'est très précieuse. Si cet épisode t'a parlé, pense à le partager. Et abonne-toi pour ne pas manquer les prochains. À très vite pour un nouvel épisode de Ressources pour élèves extraordinaires. Et d'ici là, prends bien soin de toi et n'oublie pas, tu n'es pas seul. Bientôt pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner.